Marc-Alphonse Forget, président de la Société d'archéologie et d'histoire de la Manche, au nom de notre conseil d'administration, de nos présidents de section de Granville, Saint-Lô et Valognes, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à nos adhérents, bienvenue aux sociétés amies et associations amies qui nous rejoignent et bienvenue au public qui est présent pour cette visioconférence. La crise sanitaire se poursuivant, nous voici donc réunis pour notre troisième visioconférence. En effet, tant qu'il n'est pas possible de reprendre les conférences en présentiel au niveau de nos sections, nous poursuivrons ces visioconférences. D'ores et déjà, je peux vous annoncer que le 27 février, nous diffuserons notre quatrième visioconférence, une conférence très riche, l'histoire démographique et économique de la Manche, de la fin du Moyen-Âge au milieu du XIXe siècle, par François Vulliot, qui est membre de notre société, docteur en histoire. Je vous rappelle que nos deux premières visioconférences ont eu un large succès. La première, Van Gogh sur les pas de Millet, nous sommes aujourd'hui à près de 1400 vues. La deuxième, réalisée il y a un peu plus d'un mois maintenant, le rôle de la résistance normande dans la préparation et le succès du débarquement, nous sommes aujourd'hui à près de 900 vues. En février, nous sortirons également le 42e volume de notre collection Études et documents, avec l'ouvrage de Jean Barros, Le Château d'Hollande et les possessions des Harcourt en Cotentin. En février-mars, nous sortirons le 251e fascicule de la Revue de la Manche. Donc, malgré le Covid, nous poursuivons au mieux nos activités. En cette période tourmentée, nous avons plus que jamais besoin de votre fidélité, de votre soutien pour nous permettre de poursuivre nos activités et nos publications. Je vous remercie donc par avance pour tous nos adhérents de renouveler vos adhésions et vos abonnements auprès de vos sections de rattachement pour l'année 2021. Et puis pour ceux qui ne font pas partie de notre société, vous pouvez nous rejoindre. Il suffit d'aller sur notre site et dans la rubrique « Adhérer et s'abonner » sur sahmmanche.free. Ah, je le mets à l'endroit. sahmmanche.free.fr. Vous allez à la rubrique « Adhérer et s'abonner » et vous pouvez rejoindre notre société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Marie Casset, qui a bien voulu donner cette visioconférence. Marie Casset est déjà intervenue plusieurs fois pour des conférences en présentiel auprès de nos sections, lors de certains de nos colloques. C'est une médiéviste reconnue, docteur en histoire, maître de conférences honoraire auprès de l'Université de Bretagne Sud, où elle a enseigné l'histoire médiévale. Elle est également membre associé du Centre Michel de Bouart de l'Université de Caen-Normandie. Elle a fait de nombreuses publications d'ouvrages et d'articles, j'en citerai quelques-uns, mais mon énumération sera loin d'être exhaustive. Les évêques au champ, châteaux et manoirs des évêques normands au Moyen-Âge. La demeure seigneuriale dans l'espace Plantagenet, salles, chambres et tours. Douvres, une baronnie du Moyen-Âge, la consommation de produits de la mer à la cour du duc de Bretagne pendant son exil en Angleterre 1377-1378, et puis comme nous sommes près d'Amby, la consommation de poissons de mer au château de Amby au début du XVe siècle. Marie Casset interviendra également lors des rencontres départementales de l'histoire qui devaient se tenir les 20 et 21 novembre 2020, mais qui, pour cause de Covid, sont reportées au second semestre 2021. Elle nous parlera de vergers et pommes au XVIe siècle. Quelle continuité! Aujourd'hui, le thème de sa conférence, autour de la baie du Mont-Saint-Michel, les paysans contre la mer. Comment ? Du XIe au XVe siècle, les paysans ont gagné des terres agricoles sur la mer en poldérisant
et drainant les terres humides sur le littoral de la baie du Mont-Saint-Michel. Je vais donc laisser le relais et la parole à Marie, et je reviendrai quelques instants à la fin de la conférence. Merci beaucoup, Monsieur Forget, de m'entraîner à nouveau et d'entraîner nos auditeurs dans la baie du Mont-Saint-Michel, un territoire de 500 km², un fjord en rond, comme le dit une saga scandinave, qui est le résultat d'une sédimentation d'origine marine, bien connue, bien élucidée par les géologues et les sédimentologues pour les périodes antérieures à l'histoire et pour les périodes les plus récentes. En revanche, les travaux actuellement portés sur la baie du Mont-Saint-Michel ignorent les extrêmes fluctuations que l'on peut y déceler depuis le Moyen-Âge. En effet, l'état médiéval de la baie, entre le Xe, XIe siècle et le XVe siècle au moins, n'a pas fait l'objet de grands travaux de recherche. Aucune vision globale n'a uni dans un même travail ou dans un travail uni et conjoint les rives normandes et bretonnes. Les idées fausses continuent à circuler, fondées le plus souvent sur des fantasmes sans rapport avec les réalités. Il y a quelques années, j'ai répondu à la demande du laboratoire Sciences et Vie et Environnement à Rennes, qui réclamaient une médiéviste pour compléter leur environnement de recherche. Et travailler avec eux a été une expérience absolument exceptionnelle, et vous allez en voir un échantillon ici. Ils ont en effet validé mes hypothèses sur la poldérisation médiévale dans la baie. La conjugaison des sources médiévales rares et peu bavardes, même si la liste ici vous paraît importante. La première liste, sources médiévales, donations de terres, rentes et dîmes, vous paraît longue. En réalité, nous ne disposons qu'entre 20 et 30 documents suffisamment utilisables. Donc, la conjugaison des sources médiévales avec les sources modernes, c'est-à-dire les cartes et plans, les dossiers d'aménagement et les dossiers judiciaires, les sources contemporaines les plus anciennes depuis le début du XIXe siècle et les données fournies par les écologues et les sédimentologues vont permettre d'évaluer le travail des hommes à partir des XIe, XIIe siècles. En effet, nous allons remonter le temps à partir de l'état actuel, en nous arrêtant au XVIIe et XVIIIe siècle bien documentés, et nous observerons les modalités de fluctuation de la progression des herbus, l'action des fleuves et de la mer conjuguée aux activités humaines, et nous entrerons ainsi de plein pied dans le travail que les hommes du Moyen-Âge ont entrepris. Cette carence, ces lacunes documentaires médiévales propres à ces lacunes ne sont pas propres à la baie. Certains aménagements européens considérables sont le résultat de grands travaux médiévaux qui n'ont laissé pratiquement aucune source écrite. Ne subsistent que les extraordinaires structures encore en place. Je pense en particulier aux polders de Hollande et de Flandre, qui sont le résultat de travaux entamés au VIIIe siècle. Je pense au marais Poitevin. Je pense à l'exceptionnel étang asséché de Montady au XIIIe siècle, pour lequel aucune trace écrite ne laisse de documentation, mais le travail est encore là sur place et fonctionne. Ce n'est pas l'endroit ici de vous détailler les travaux considérables qui ont été menés, mais c'est un travail exceptionnel. Je signalerai aussi l'endiguement des fleuves, en particulier l'endiguement de la Loire, par ces digues, en particulier sur la rive nord, que l'on connaît et que l'on a repéré par l'archéologie puis par les sources écrites depuis le IXe siècle. L'Europe connaît. Alors pourquoi ces grands travaux? Vous l'aurez bien compris, on gagne des terres cultivables. L'Europe connaît en effet depuis les Xe, XIe siècles un formidable essor démographique accompagné d'un réchauffement climatique, et le besoin de terres agricoles productives est impératif.
L'état actuel du trait de côte de la baie, que je vous présente ici, du fjord en rond de 500 km², l'état actuel donc juxtapose des formations plus ou moins anciennes, d'origine sédimentaire ou anthropique, ponctuées d'affleurements rocheux plus ou moins marqués. Je les ai indiqués ici sur la diapositive. De l'ouest à l'est, c'est la falaise de Cancale, la pointe de la Roche-Taurin, aujourd'hui complètement noyée dans les polders, la pointe du Groin du Sud, la petite pointe mal connue des touristes, en particulier du Mont Manet, et enfin l'exceptionnel massif de Carol. Entre ces pointes rocheuses, nous allons reprendre le tour de la baie, entre ces pointes rocheuses, un cordon littoral que vous voyez ici, un cordon littoral de grosso modo Irel jusqu'à la chapelle Sainte-Anne. Un cordon littoral ferme la cuvette du Marais de Dol qui s'est développé au pied d'une falaise morte, c'est-à-dire une falaise qui n'est plus rejointe par la mer, dite falaise du massif de Saint-Broladre. Ce cordon littoral porte un chapelet de sites d'habitat attestés au moins depuis le XIIe siècle, fréquentés sans doute depuis le IXe, c'est le cas du village de Cherrué, et sans doute aussi à l'embouchure du petit fleuve le Guyou, peut-être exactement au niveau de la ville du Vivier, un portus, c'est-à-dire un lieu d'arrivée de bateaux venus d'outre-mer. Aucune source archéologique ne prétend, aucun indice archéologique ne peut affirmer que cette digue, que ce cordon surmonté d'une digue est une œuvre du XIe siècle, comme certains l'écrivent. Les ducs de Bretagne auraient fait aménager une digue sur ces cordons. Rien ne permet de l'affirmer et c'est sans doute un fantasme. Comme en Flandre, dans le Roussillon, sur le littoral poitevin, des interventions humaines ponctuelles sont probables qui auraient consolidé les cordons littoraux naturels jusqu'à leur donner ce trait continu et ferme. De la chapelle Sainte-Anne, ici, au lieu-dit le Pas au Bœuf, là, se déploie sinueuse et continue, une digue que j'espère vous voyez, je suis en train de la suivre avec la flèche ici, le Pas au Bœuf étant ici, la chapelle Sainte-Anne étant là. Une digue qui porte aujourd'hui le nom de digue de la Duchesse Anne. C'est, j'oserais le dire, quasi une escroquerie, puisque cela laisse penser qu'elle a été aménagée par la Duchesse Anne. Il n'en est rien. Elle n'a rien à voir avec la Duchesse Anne. Cette digue est vraisemblablement bien intérieure à la Duchesse Anne, c'est-à-dire au tournant des XVe et XVIe siècles. Cependant, à observer les altitudes de certaines buttes, désignées par des vocables et des désignations anciennes, Saint-Louis, Mauny, Palluel, les Quatre-Salines, les Grevettes, le Pas au Bœuf. Ces altitudes, donc, sont très nettement supérieures à ce qu'on observe de part et d'autre de la digue, puisque par endroits, elle peut atteindre 11 à 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'ai donc émis l'hypothèse que cette digue primitive est ancienne et qu'elle pourrait avoir été mise en œuvre par des initiatives individuelles, comme cela a été démontré en Flandre. Il n'est pas nécessaire d'une autorité centrale ou centralisée, au Moyen-Âge en tout cas, pour entreprendre de si importants travaux. Aujourd'hui, au nord et à l'est de la digue se déploient 2800 hectares de polders dédiés à l'agriculture, aménagés entre 1850 et 1934. Ces polders sont d'une altitude très faible
par rapport au niveau de la mer, 6 à 8 mètres, quadrillé de digues et de drains, et ponctué d'un habitat dispersé, assez lâche, désigné cet habitat et les lieux-dits par des noms de personnes contemporaines de la mise en œuvre des polders. Parmi ces noms de lieux surgissent cependant des lieux-dits, je vous le disais tout à l'heure, remontant au moins au XIIIe siècle, puisqu'ils sont déjà mentionnés dans les sources écrites du XIIIe siècle, Palluel et Mauny, indicateurs de lieux humides, et Saint-Louis et les 4 salines. Le Pas-aux-Bœufs était un site d'arrivée d'un gué, passage du Couesnon et possession de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Au sud-est, le cours actuel des fleuves, c'est-à-dire le Couesnon, la Cé, la Sélune et quelques petits autres, ont connu, par rapport à leur cours naturel, je dirais, de profondes modifications réclamées par les populations littorales et mises en œuvre par les aménageurs des polders. Ces aménagements sont d'ailleurs aujourd'hui, mais vous le savez sans doute, considérés comme des facteurs aggravants de l'ensablement de la baie. Après un échec de la régularisation du Couesnon en 1806, la régularisation définitive est entreprise en 1863, le voilà ici, le Couesnon régulé, en 1863, et les divagations des fleuves que nous verrons un peu plus tard sont définitivement maîtrisées. Les divagations des 2 autres petits fleuves, la Cé au nord, la Sélune au sud, sont maîtrisées par la construction d'une très longue digue, dite digue de la Roche-Taurin, qui va éviter les divagations vers le sud de ces deux petits fleuves. Cette digue a été supprimée en 1984. Autre déplacement aussi, autre maîtrise, les petits fleuves d'Ardevon qui s'écoulaient directement au nord et qui est dévié vers l'ouest, et le fleuve et la Guintre, ou fleuve de Courty, qui est dévié vers la Roche-Taurin alors qu'il s'écoulait plus vers le nord-ouest. Dans le même temps, le Mont-Saint-Michel est relié au continent par une digue-route que vous ne connaissez plus, mais dont certains d'entre vous ont sans doute le souvenir, une digue-route que vous voyez ici, mise en œuvre en 1879. Signalons aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier, que les aménagements des fleuves en amont de leur cours ont eu une incidence sur ce qui se passe dans la baie. Ce sont les 2 barrages sur la Sélune entre 1919 et 1931. La captation des eaux du Couesnon par la ville de Rennes pour alimenter en eau courante la ville de Rennes en 1932, et le barrage de la caserne sur le Couesnon, ici, en 1968. Ces aménagements en amont, on a tendance à les oublier, mais vous allez voir, nous en reparlerons plus tard, parce que ce sont des travaux qui au Moyen-Âge aussi, ont sans doute eu, ce type de travaux en amont a eu une incidence. Sur la rive orientale de la baie, nous avons passé le Couesnon, la Sélune, la Cé, nous arrivons sur la rive orientale. Un long cordon littoral se développe depuis Saint-Jean-le-Thomas et se termine au bec dit bec d'Andenne, en avant de Genêt, parallèlement à une falaise morte sur laquelle se dresse le village de Dragé. Ce cordon littoral fait 5 km de long. En contrebas de ce cordon littoral, une zone entre le cordon littoral et la pente de la falaise morte, une zone basse, humide. J'ai choisi une photo de période inondée pour que vous la voyiez encore mieux. Une zone basse, humide, drainée par un
cours d'eau, la Claire d'Ouve, rectiligne. Et c'est cet aspect rectiligne qui doit nous interpeller, puisque nous sommes dans une zone basse, quasiment au niveau de la mer, et un cours d'eau rectiligne dans ce contexte-là est nécessairement une œuvre humaine. La nature ne produit pas à plat. Elle devrait, si ce cours d'eau était naturel, il devrait produire des méandres. Il n'en produit pas. Nous sommes ici, avec la Claire d'Ouve, dans un contexte anthropique. Du bec d'Andenne à Irel, donc sur tout le pourtour de la baie, les zones recouvertes en marais de Viveau sont colonisées par les herbus, sillonnés de chevaux. Vous le savez, les herbus sont composés d'une végétation halophile, c'est-à-dire d'une végétation qui se développe à l'air libre comme dans l'eau. Et l'extension de ces herbus a été très observée depuis ces 50 dernières années. Leur progression moyenne entre 1947 et 2002-2005, leur progression moyenne est évaluée à environ 20 hectares par an, avec des avancées et des reculs, et la cartographie des herbus devait en face genêt. Nous sommes ici en face genêt. Le bec d'Andelle est ici, la Claire d'Ouve débouche là, nous sommes ici en face genêt. On voit très bien ici la cartographie, comment cette extension des herbus a pu être extrêmement fluctuante. Donc environ 20 hectares par an en superficie, mais la progression horizontale est tout aussi intéressante à considérer, puisque au droit du Vivier, c'est-à-dire un peu plus loin sur la côte, sur le littoral sud-ouest, c'est 400 mètres, entre 200 et 400 mètres de largeur par rapport à la côte. Enfin, pour terminer notre survol extrêmement rapide à partir de documents actuels, signalons à partir de photos actuelles, la capacité destructrice des fleuves. Vous voyez ici 3 photos récentes montrant comment une couche de sédiments peut être brutalement et très vite arrachée au littoral. J'ai ajouté à ces photos un document de 1774, Gué de l'Épine, qui, sur un site de Salines bien connu, qui nous dit, à cause du changement du lit de la rivière, qui donne et ôte la grève à son gré aux 2 rives tour à tour d'une façon très irrégulière. À cause de ces déplacements de la rivière, la production de sel s'en trouve affectée. Alors, il faut dire qu'ils ont intérêt à préciser ça, parce que la production de sel donne lieu à des prélèvements de dîmes. Et donc, moins il y a de sel, moins ils ont l'intention de verser de dîmes. Remontons dans le temps, comme je vous l'ai promis. Pour les XVIIe et XVIIIe siècles, l'état du trait de côte, depuis Irel ou depuis Cancale jusqu'à la falaise de Champeaux, peut être restitué de façon ponctuelle par de superbes documents cartographiques, à condition de ne pas oublier qu'une carte est produite dans un but et avec un objectif précis, et qu'une carte ne va donc pas tout nous montrer. Sauf que là, on nous a précisé des choses qui étaient peut-être... Ah si, quand même, il voulait le montrer. Donc, ne pas oublier l'échelle du document et les intentions de l'auteur et les intentions des commanditaires de la carte. Nous commençons ici le survol d'une belle collection de documents, dont un des plus intéressants est ce grand plan réalisé en 1734 pour les États de Bretagne, qui présente donc des détails extrêmement intéressants. La digue dont nous parlions tout à l'heure, la digue de Bretagne, la voilà ici, et nous observons que par endroits, elle est double. Le cordon littoral est double et supporte le chemin qui va de Saint-Malo à Pontorson. En avant de cette digue sont signalés, alors c'est un peu marronasse aujourd'hui, mais c'est lié à la dégradation des couleurs et des gouaches,
dans son état d'origine en 1734, ça devait être vert. Donc en avant sont signalés des herbus très étendus qualifiés de grève verte. Et puis surtout, cette carte nous donne des informations exceptionnelles sur le cours du Couesnon. Après avoir coulé vers le nord, vous le voyez ici, avec ses méandres, certes, il arrive dans la baie, on est presque à l'horizontale. Après avoir coulé vers le nord, le Couesnon fait une boucle extrêmement importante, un demi-cercle, et s'écoule vers l'ouest, venant buter contre la digue dont nous parlions tout à l'heure, la digue de Bretagne. Depuis 1560, le Parlement de Bretagne puis les États de Bretagne procèdent à des travaux d'entretien de la digue, à la fois contre les assauts de la mer, mais surtout contre les assauts ravageurs du Couesnon. En effet, si le Couesnon perce la digue, il entre dans le marais. Et le marais, on est à 6-8 mètres d'altitude. Si le Couesnon entre dans le marais, il remplit le marais. Un gros dossier, c'est la carte en bas à droite. Un gros dossier établi en 1699 contient une série de plans qui illustrent de façon très claire la dangerosité du fleuve. En effet, regardez les deux cours du Couesnon ici à 6 mois d'intervalle. À 6 mois d'intervalle. À 6 mois d'intervalle, les méandres du Couesnon se déplacent, attaquant la digue et menaçant de la, je vais dire ça comme ça, de la percer. Et depuis donc le milieu du XVIIe siècle et sans doute avant, le Parlement de Bretagne met en œuvre des travaux, met en œuvre des renforcements que ceux que vous voyez là, donc des rangées de pilots en avant. On reconstruit on entasse de la pierre, on plante des pilots en avant de la digue, comme l'indique un texte de 1577, construire un bon et fort rempart de bons pilots de bois plantés à double rang. C'est exactement celui que nous avons là et qui est renouvelé en 1699, renforcé de gazon, bien enraciné entre les deux rangées. Des tempêtes en 1716 et 1778 ont fait des ravages, en particulier détruit, rompu les petites digues faites par les propriétaires au niveau de Palluel. Malgré les lacunes, ces dossiers sont très clairs. On a consolidé des structures existantes par l'augmentation des gabarits, l'extension des revêtements, l'aménagement de fascines et d'éperons, en utilisant aussi par endroits des bâtiments rendus inutilisables par le nouveau cours du Couesnon. On ajoute aussi des interdictions d'aller ramasser du sable et des tangues au pied de la digue parce que les fosses de ramassage fragilisaient les structures. J'en arrive au fait que la digue dite de la Duchesse Anne n'est pas une construction des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, puisque à ces dates-là, on se contente de la renforcer. C'est là que nous allons entrer dans un épisode tout à fait exceptionnel. À partir du milieu du XVIIIe siècle, on observe des mutations majeures dans la zone estuarienne, c'est-à-dire dans l'angle sud-est de la baie. La carte de Cassini, en haut à gauche, la carte de Cassini, réalisée dans les années 1760-70, nous présente au sud et à l'ouest du Mont-Saint-Michel, un peu au sud-est, mais surtout au sud et à l'ouest du Mont-Saint-Michel, un très vaste herbus en direction
du nord. Et il atteint le Mont-Saint-Michel, on y est presque au Mont-Saint-Michel à 500 mètres. Vous noterez également qu'en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, le cours du Couesnon s'éloigne de la digue de Bretagne. C'est dans ce contexte-là que des projets absolument pharaoniques de poldérisation de la baie sont imaginés en première étape, premier pas en 1757, proposés au roi par un nommé Quinet de la Hogue, qui propose au roi de poldériser 2328 hectares. 2328 hectares contenus dans une digue dont vous voyez le tracé ici et qui engloberait le Mont-Saint-Michel, toucherait Tomblaine et redescendrait au niveau de Courty. Donc Quinet de la Hogue propose ce projet au roi qui dit d'accord, puisque ces terres sont du domaine public maritime et que c'est donc à moi d'en décider des usages. Alors là, on assiste à une levée de boucliers dans la baie. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, le sire de Moidré, les villageois de Moidré, Ardevon, Beauvoir, etc., s'insurgent contre ce projet et produisent de gros dossiers qui rassemblent des preuves. Alors ces preuves, ce sont des actes médiévaux, ce sont des cartes, des plans et des témoignages oraux transcrits, produisent des preuves que ces terres ne sont pas du domaine public maritime, mais avaient été des terres agricoles et ne relevaient donc pas du domaine public. En attendant les décisions de justice, parce que tout ça, ça traîne, chacun de son côté met en œuvre des opérations de poldérisation au droit de Beauvoir et d'Ardevon. Vers 1800, les différents acteurs ont bien progressé et on note une bande de polders. Le voilà là. Une bande de polders, bien clair sur le cadastre du Mont-Saint-Michel, cadastre de la commune en 1814, une bande de polders qui correspond grosso modo à l'étendue des herbus 50 ans plus tôt, tels qu'on les voit sur la carte de Cassini. Et ces polders portent déjà, regardez sur la carte en haut à droite, ces polders portent déjà un habitat, ce sont les petits rectangles noirs que vous voyez ici, portent déjà un habitat plus ou moins développé. À quoi je veux en venir ici ? C'est en 50 ans, en environ 50 ans, on est parvenu avec des moyens ordinaires, des hommes avec leurs bras, leurs jambes, des pelles, des pioches, des brouettes, des charrettes tirées par des chevaux, on est parvenu à stabiliser les herbus, les mettre en culture, construire des bâtiments de ferme, le tout à l'abri de la mer et du fleuve. Enfin, en principe, parce qu'en 1806, une grande partie de ces belles réalisations sont ravagées par la marée du 15 août, qui détruit en particulier le premier tronçon de canalisation du Couesnon. En revanche, à l'est, le tracé assez ferme du rivage ne bouge pas beaucoup avec ces 204 salines. La présence de salines permet d'ailleurs de conclure à l'absence d'herbus en avant des salines dans toute cette zone. En effet, le bon fonctionnement d'une saline nécessite que le sable soit régulièrement recouvert par la mer. Ces observations étant faites, nous allons pouvoir continuer notre remontée dans le temps
et arriver, en venir, au Moyen-Âge et à l'essor agricole et à la poldérisation des Xe, XVe siècles. Entre 1185 et 1450, entre 20 et 30 actes et documents variés permettent d'entrer de façon assurée dans le processus de poldérisation. Alors, il s'agit de dons de terre, de rentes, de dîmes, et en particulier, ce qui met la puce à l'oreille de tout médiéviste, ce sont les dîmes novales, c'est-à-dire les dîmes nouvelles, qui sont la preuve de production agricole récente, de redevances et d'actes d'affermage de terres et de clos. Ces documents concernent les viridaria. Ce sont des documents en latin pour les trois quarts, concernent des viridaria, c'est-à-dire que nous allons traduire par verdière, mais qu'il faut comprendre comme herbus. Ces viridaria, le vocable lui-même, dans les différents actes dont nous disposons, sont souvent enrichis de qualificatifs. Je les ai mis là, vieille verdière, nouvelle verdière, grande nouvelle verdière, verdière bonne à enclore. À la vue de ces qualificatifs, on perçoit très bien qu'on est dans un processus d'avancée, dans un processus de progression de la conquête de terre. À ces vocables verdières et leurs qualificatifs, on peut ajouter dans les actes la présence de dic, c'est-à-dire de digues, qui sont quelquefois auxquels on ajoute quelquefois pour sauver et garder la mer d'entrée, de fossés, c'est-à-dire les drains qui accompagnent ces digues. Du côté de Moidré, c'est-à-dire dans l'angle sud-est, nous avons des clausum, c'est-à-dire des clos, et non pas des parcelles de terre, mais des clos, ce qui nous montre bien que la parcelle de terre est enclose par ces fameuses digues et fossés, et puis des sclusas, ou écluses, que je vais appeler ici porte-à-flot. La date des actes, entre 1185 et 1450, en tout cas la date de ces actes, ne doit pas être considérée comme la date des plus anciens ne doit pas être considérée comme un point de départ. En effet, si une nouvelle verdière est, par exemple, en 1183, prête à accueillir maisons, granges et jardins, c'est que les travaux d'aménagement, de clôture, de drainage et d'assèchement ont été entrepris depuis au moins 20 ans. Et là, je m'appuie sur l'expérience de poldérisation plus ou moins ratée de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1800 que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai d'abord emmené au XVIIIe et début XIXe avant de vous ramener au Moyen-Âge. Quelques années après l'acte de 1183 qui nous signale qu'une verdière est prête à accueillir maisons, granges et jardins, quelques années plus tard, en 1196, un nouvel acte signale que les bâtiments ont été construits. Il faut donc envisager que depuis au moins la fin du XIe siècle ou le début du XIIe siècle, on assiste d'abord à une extension des herbus, comme celle que je vous ai démontrée au XXe siècle, herbus qui ne sont plus atteints par la mer que lors des marées de Vivo, phénomène identique à celui que je vous montrais tout à l'heure, ce qui a permis de mettre en œuvre l'assèchement et la poldérisation. Signalons aussi que dans cet espace parfaitement horizontal, la mise en place du quadrillage des drains est un jeu d'enfant. Il suffit, comme dans les années 1800, de bras, de jambes, de pelles, de pioches, de charrettes et de chevaux ou de bœufs. Certaines de ces zones sont bien identifiées, c'est les lieux-dits dont nous parlions tout à l'heure, Palluel, Saint-Sanson, mais aussi à Beauvoir, à Ardevon et à Genêt. C'est au niveau de Palluel, c'est au niveau de Palluel
voilà une carte que j'avais fait faire, qui vous présente ici le cordon littoral. Non. Le cordon littoral, la digue de Bretagne jusqu'au Pas au Bœuf, et les flèches que j'ai indiquées ou installées ici matérialisent la progression de la poldérisation médiévale et l'activité particulièrement intense au niveau de Palluel, dont le lieu-dit, ou un petit lieu-dit, existe encore aujourd'hui. En effet, dès 1222, des terres à Palluel, des terres près de la mer sont défendues et closes depuis 2 ans. En 1230-1241, l'abbaye de Montmorel, près de Ducé, reçoit des verdières bonnes à enclore entre la mer et les clos déjà aménagés. Des digues élevées sont aménagées à Saint-Georges-de-Gréaigne, c'est-à-dire dans cette zone-là, digues élevées pour garder la mer d'entrée sur la paroisse de Saint-Georges-de-Gréaigne. Sur la rive normande, c'est-à-dire au pied des hauteurs de Moidré, Beauvoir, Ardevon, les entreprises sont tout autant remarquables. À Beauvoir et Ardevon, dès 1239, l'entretien des digues, fossés et écluses qui cernent les clos, cet entretien est à la charge des paroissiens. Le clos de Beauvoir, c'est peut-être un des clos de Beauvoir, couvre environ 10 hectares. Une grande entreprise est mise en œuvre aussi, un tout petit peu plus tard, entre 1314 et 1333, par un abbé du Mont-Saint-Michel. Jean de la Motte fait construire une digue entre l'extrémité du bec d'Andenne ici et la petite pointe du mont Manet là, une digue, créant ainsi entre cette digue et le littoral de Genêt une vaste zone à poldériser, une digue de 2,5 km et un espace à poldériser d'environ 130 hectares. Vous comprenez bien ici la soif de terres agricoles pour une population en constante augmentation. Ces terres, désormais isolées et protégées du flot marin, sont exploitées par des paysans et les redevances dues aux tenanciers, c'est-à-dire aux seigneurs de ces terres. Les redevances sont de plusieurs sortes. Il s'agit des dîmes dues à l'Église, mais il s'agit aussi des censes, redevances, on va dire, locatives, presque. Ces redevances démontrent l'existence d'une belle production agricole, de beaux produits, des fruits, du froment, de l'avoine et des fèves. En effet, ces sols nouvellement poldérisés sont d'une extrême richesse. La mise en valeur agricole a été accompagnée de la construction de bâtiments variés, on l'a évoqué tout à l'heure, à Palluel, les moines du monastère de la Vieux-Ville dans le diocèse de Dole ont fait construire une grange, et les moines de Montmorel ont construit et desservent à Palluel une chapelle Saint-Étienne. Mais une chapelle Saint-Étienne. Cette mise en valeur est accompagnée vraisemblablement d'un essor démographique important, essor démographique qui a poussé et amené l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire les responsables, les évêques des 2 diocèses, enfin en tout cas c'est le diocèse de Dole ici en particulier, à créer au moins 2 nouvelles paroisses. Ces 2 nouvelles paroisses, alors il y en a une, c'est triste, on n'a pratiquement rien, c'est Saint-Louis de Mauny, pour laquelle on n'a pratiquement aucun document, mais celle que l'on connaît mieux, je ne vais pas dire parfaitement mais mieux, c'est Saint-Étienne de Palluel, qualifiée de paroisse dans un acte de 1220
paroisse de Palluel. Paroisse en latin, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est donc l'église de Palluel, le lieu de culte de Palluel et chapelle, est qualifiée de chapelle en 1183, en 1196, et avant 1235, en 1235, elle est qualifiée d'église, et le territoire autour de cette église est qualifié de paroisse. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de population pour créer une paroisse, pour entretenir un curé, un vicaire, créer un cimetière. Cette paroisse de Palluel est régulièrement mentionnée sur les listes de paroisses du diocèse de Dole en 1330, à la fin du XIVe siècle et en 1516. Des vestiges indiscutables de bâtis ont été mis au jour au XVIIIe siècle et l'on en possède des relevés plus ou moins détaillés. Sur la carte que nous voyons tout à l'heure, la carte de 1734, figurent manuscrits dans les herbus les mentions que j'ai portées en haut de la carte, l'emplacement des anciennes digues et de l'église de Palluel est noté. Je l'ai mis ici, qui rejoint par des flèches rouges, qui rejoint l'emplacement exact. Ancienne digue, nous sommes en plein sur les herbus. En plein sur les herbus, on nous mentionne la présence d'anciennes digues. Il doit y avoir encore des buttes longues et des creux en long. Mention aussi, là, ici était l'ancienne église de Palluel. Au XVIIIe siècle, des témoins ont affirmé avoir vu, après des tempêtes, avoir vu lorsque la tempête, les courants, la mer violente a dégagé du sable, de la tangue. Donc des témoins ont affirmé avoir vu des rues avec les ornières sur les sols, des vestiges de maisons et un puits au fond duquel se trouvait du mobilier cultuel. L'abbé Manet, un érudit malouin du début du XIXe siècle, a rapporté ces descriptions et tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus se moquer de lui parce que ce que les témoins décrivent, les rues avec leurs ornières, les vestiges de maisons et le puits, c'est ce que tout archéologue voit quand il dégage un site à la truelle. On met au jour, sur les voies romaines, dans les chemins anciens, sur les routes de l'Ancien Régime, dans les rues des villages, on met au jour les ornières qui se sont trouvées progressivement comblées par la poussière et la boue puisque personne n'y passait plus. Donc ne rions pas nécessairement des affirmations, vérifions-les quand même, mais ne rions pas nécessairement, ne nous moquons pas toujours de ce qu'ont dit les érudits anciens. Dans les années 1780, nous allons revenir au dossier judiciaire pharaonique de poldérisation à la fin du XVIIIe siècle. Contre Quinet de la Hogue, le sire de Moidré, dans les années 1780, produit un beau dossier pour contrer l'affirmation que, au pied des buttes, de la butte sur lesquelles sont construits Moidré et Ardevon, pour contrer l'affirmation que c'est du domaine public maritime. Et son dossier contient les documents et les images que vous avez sous les yeux. Ce sont des plans, des relevés de ce qu'ils ont pu déceler, découvrir, dégager sous les herbus à une profondeur entre 50 cm et 1,50 m. En fait, ils ont quasiment fait les fouilles. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent ? Des bâtiments. Alors peut-être qu'il fait un peu fort en nous décrivant, en dessinant les bâtiments ici qu'on peut quasiment interpréter comme un manoir.
sous les herbus. Toujours est-il que moi j'ai confiance dans ce qu'il écrit, j'ai confiance dans ce qu'il a fait dessiner. C'est peut-être pas aussi prestigieux que ce qu'il dit, mais enfin, sous l'herbus, au pied de Moidré, sous les herbus, il y a du bâti. Et puis enfin, dernier témoignage, en 1877, après une tempête, on a vu à Genêt, je cite le texte, des digues en pierre écroulées, des troncs d'arbres fichés en terre, en avant de la ligne d'habitation, attestant qu'à d'autres époques, on avait eu à se défendre contre la mer dans les mêmes conditions. Je trouve que, voilà, les témoignages s'accumulent, s'additionnent pour justifier mon entreprise et démontrer la poldérisation massive dans cette zone-là, dans la zone estuarienne ici, poldérisation massive au Moyen-Âge, ici au nord-est de la digue de Bretagne et au sud, au pied des falaises de Moidré, Beauvoir, Ardevon et Courty. La poldérisation progressive de la zone estuarienne de la baie entre le XIe et le XVe siècle n'est pas incompatible avec la très légère élévation du niveau de la mer pendant l'optimum climatique des IXe, XIIIe siècles. En effet, la croissance des herbus est favorisée par les dépôts sédimentaires de la lame d'eau qui les recouvre. Il faut envisager aussi, et je l'ai fait dessiner ici, il faut envisager aussi qu'au Moyen-Âge, le Couesnon s'écoule régulièrement, pic droit ou un peu décalé, vers le nord. Et qu'il n'a pas ce cours sinueux, irrégulier et absolument imprévisible tel qu'on le voit au XVIe, à la fin du XVIe, au XVIIe et au XVIIIe. Donc un cours régulier et paisible des fleuves, cours rapide, plus ou moins rectiligne, dans une baie dont le niveau sédimentaire bas, beaucoup plus bas, peut-être 2 mètres plus bas, voire plus, permettait cet écoulement. Tout ça, c'est très beau, mais ce fut un échec. Un échec qu'on voit poindre au XVe siècle et pour lesquels les renseignements s'accumulent à partir du XVIe et XVIIe siècle. La paroisse de Palluel, alors voilà le lieu-dit Palluel aujourd'hui sur la digue de Bretagne, mais paroisse de Palluel qui devait s'étendre comme ça. La paroisse de Palluel est mentionnée pour la dernière fois en 1665, lorsque les moines de Montmorel instaurent 4 messes annuelles. Vous vous souvenez que les moines de Montmorel avaient créé et construit la chapelle Saint-Étienne, qu'ils avaient sans doute été à l'origine de la création de la paroisse, et que c'était eux qui en nommaient le curé, et c'était eux aussi qui recevaient les dîmes. Instaurent 4 messes annuelles à la mémoire des morts de Palluel. Alors, il ne faut surtout pas imaginer, comme le faisaient nos prédécesseurs au XIXe siècle, imaginer une catastrophe brutale, un tsunami, un raz-de-marée qui aurait fait tout d'un coup disparaître le village et sa population. Mais nous sommes sans doute en ce milieu du XVIIe siècle, dans l'ultime étape d'un processus lent de destruction à la fois par la mer, et par les divagations du Couesnon, destruction commencée dans le courant du XVIe siècle et achevée au milieu du XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic qui a amené les moines à instaurer ces 4 messes annuelles? C'est sans doute que l'église et le cimetière ne sont plus accessibles pour le culte. Il est désormais impossible d'aller dans l'église pour rendre hommage aux morts et aux défunts et aux morts de l'église de Palluel. On a sans doute un processus très lent qui s'est enclenché, nous le verrons, dans le courant du XVe siècle, qui a progressivement grignoté les terres, pas un raz-de-marée, pas un tsunami, mais un processus très lent qui se déroule sur plusieurs générations et dont les populations locales n'ont sans doute pas n'ont perçu que les effets ponctuels.
À partir du début du XVe siècle, les phénomènes, alors peut-être pas inconnus, ils étaient connus, des phénomènes connus sans doute, mais des phénomènes de plus en plus fréquents secouent le littoral de la baie, des ondes de tempête, en raison des digues, des fossés, des écluses peu ou mal entretenues, désormais peu ou mal entretenues. Alors, n'allons pas dire que c'est des gens qui s'en fichent, des gens qui sont bons à rien, des gens qui ne savent pas faire. Non, nous sommes au début du XVe siècle et nous sommes en plein effondrement démographique. Nous sommes dans une population, une population affaiblie, diminuée par 50, 100 ans de violence, de peste, 1435, n'oublions pas, la peste, et de guerres qui se sont dramatiquement conjuguées. Vous voyez, en 1417, 1417, Saint-Georges de Gréaigne, je vais vous remettre Saint-Georges de Gréaigne en mémoire. Saint-Georges de Gréaigne est là. Les digues de Saint-Georges de Gréaigne ont été rompues par la mer. Ardevon, digues, écluses et fossés rompus par l'impétuosité de la mer. Agenais, 1463, de Masure, désemparés, démolis et abattus. 1469, les habitants de Beauvoir et d'Ardevon refusent de réparer digues, fossés et écluses détruits par la mer. Vous vous souvenez que les contrats entre l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le seigneur de Moidré et les paysans, contrat que nous avons vu au XIIIe siècle, contrat prévoyait que c'était les paysans qui devaient entretenir ces drains, ces écluses et ces fossés. Et en 1492, les paysans refusent de payer les redevances parce que les terres ont été envahies par la mer et qu'ils n'ont donc rien produit. Signalons que la tempête de 1492 est une tempête dramatique puisque entre le 7 et le 13 août, les coefficients ont atteint, vous imaginez, tempête et coef 114. C'est mortel. Dans les années qui suivent, ces années 1492, les tenanciers du quartier des Corvées, c'est-à-dire le quartier qui avait été fermé par la digue construite depuis la pointe du Gué de l'Épine, du Gué de l'Épine jusqu'au Montmanet, ces tenanciers refusent de payer leurs redevances. Il ne reste plus sur les 130 hectares qui avaient été isolés et conquis, mis en culture à l'intérieur de la digue, il ne reste plus que 20 hectares. 20 hectares disponibles. Aux ondes de tempête s'ajoutent les divagations des fleuves qui atteignent leur apogée, nous l'avons vu, au milieu au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais qui ont sans doute commencé à cette époque-là. Il me semble, moi et mes collègues de sciences de l'environnement et vie de la Terre étaient d'accord avec moi, c'est sans doute au XVe siècle et au début du XVIe siècle que le Couesnon, qui piquait vers le nord, a commencé à basculer vers l'ouest, produisant des méandres ravageurs contre les digues et les polders de Palluel en particulier. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait jamais oublier les aménagements à l'amont, en amont des fleuves, en amont de la baie. Nous avons vu les aménagements au XIXe et encore au XXe siècle, mais le Moyen-Âge n'est pas à exonérer non plus. Les aménagements, ces mutations à partir du XVe siècle, doivent être mises en relation avec les mutations et les aménagements en amont depuis le 10e, 11e, 12e siècle, et qui modifient le cours et le flux des fleuves Couesnon, Sélune et les autres petits fleuves. C'est l'installation des moulins sur les berges, la création d'étangs, la création de viviers, de pêcheries fixes, dans le cours qui sont une forme de barrage sous l'eau, la construction de ponts de pierre, pensez
Ducé, le pont de Pierre, il est, si vous voyez le pont de Pierre en arrivant à Ducé, c'est un pont du 14e ou 15e. Des ponts de pierre aux fortes piles maçonnées, et surtout, n'oublions pas la déforestation des bassins versants. Déforestation parce que toujours on a besoin de terres cultivables. La déforestation qui provoque une sédimentation accrue, c'est-à-dire les pentes, la boue, la poussière dévale les pentes, s'accumule dans les lits des fleuves et en modifie le flux. La pente est réduite, les flux sont ralentis et le fleuve commence à faire des méandres. Ajoutons également que les débuts du petit âge glaciaire au tournant des XIIIe, XIVe siècles est marqué par des pluies plus abondantes qui accentuent l'activité hydrosédimentaire des fleuves Couesnon, Cé et Célune, et ces fleuves qui déposent dans la baie des quantités de sédiments jamais atteintes jusqu'à maintenant. Il se pourrait qu'on ait atteint au fin 15e, 16e siècle une altitude critique de la sédimentation qui expliquerait le nouveau cours du Couesnon, de la Cé et de la Célune qui se mettent à faire des méandres dans la baie. Et puis enfin, il y a un dernier point qu'il faudrait peut-être soulever, mais ça, c'est pas une plaisanterie que je fais, je suis très sérieuse. Dans les considérations sur le niveau marin local, on n'a jusqu'à maintenant jamais pris en compte les phénomènes de basculement tectonique du socle armoricain. On sait que le socle armoricain dans la baie, dans cette zone-là, est fracturé de failles nord-sud et dont on sait que les compartiments créés par ces failles montent et descendent. Lors de tremblements de terre. Et des tremblements de terre, il y en a eu dans la baie. Et des tremblements de terre fréquents, il y en a des tout petits. Moi, ici, habitant à Vranches, j'en ai connu au moins un. Mais des tremblements de terre suffisamment importants pour que les chroniqueurs les rapportent, pour qu'ils soient notés depuis le XIIe siècle, en 1155, 1584, 1619, 1640. Et donc, est-ce que le basculement tectonique, le mouvement des compartiments du massif armoricain ne jouerait pas sur le niveau, la hauteur, le niveau du fond de la baie ? Je vais terminer mes considérations sur la poldérisation dans la baie du Mont-Saint-Michel ici, en rappelant aussi que... alors, je ne veux pas exonérer les hommes, je ne veux pas exonérer l'humanité actuelle de tous les méfaits qui se produisent dans la baie, mais je crois que nous sommes tous, depuis très 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 longtemps, depuis au moins le Moyen-Âge, responsables de ce qui se passe dans la baie. Merci de votre attention. Eh bien, Marie, merci pour cette très belle et très intéressante conférence qui nous a montré finalement que, vous le disiez à un certain moment, il y avait peut-être entre 20, 25, 30 documents oui. qui existaient. Oui. Et comment, à partir de peu, on peut finalement, quand on fouille, déduire beaucoup. Oui. Et ça, je crois que c'est un enseignement tout à fait intéressant. Puis, ce que j'ai noté qui me paraît également intéressant à la réflexion, c'est que ce travail qui a été entrepris au XIe, XIIe siècle répond à un besoin de terres agricoles généré par une augmentation de la population. Oui. Que cette aire agricole supplémentaire et cette augmentation de la population génèrent à son tour une nouvelle augmentation de la population. Oui. Il y a donc un phénomène d'accélération. Et quand on va au début du XVe siècle et qu'on constate notamment qu'il y a des difficultés à maintenir les choses, à entretenir, c'est finalement un effet un petit peu inverse, puisque là on a une décroissance démographique. Oui. C'est ça, oui. Lié à la fois au phénomène de peste, lié au phénomène la guerre de 100 ans. Voilà.
Et cette décroissance démographique, comme vous le disiez, c'est pas que les gens n'avaient pas envie d'entretenir, c'est que tout simplement, il a dû manquer à un certain moment de bras pour réussir à faire ce qu'on appellerait aujourd'hui cette maintenance. Et puis bon, s'ajoutent à cela des phénomènes climatiques, tempêtes, etc., qui viennent ajouter à cette difficulté et qui expliquent, comme vous le disiez, je crois que c'est intéressant ça aussi à retenir, cette disparition ou cet effacement qui n'a pas été le fait d'un tsunami ou d'un mouvement brutal, mais qui s'est inscrit dans la durée, mais qui est quand même bien présent au final, puisque si on reprend ce village de Paluel, aujourd'hui, on ne voit plus l'église, on ne voit plus le cimetière, on ne voit plus ces routes. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand le travail a été repris au XVIIIe siècle, finalement les moyens technologiques restaient les mêmes que ceux qu'on avait au Moyen-Âge. C'est-à-dire on reprenait des bras, on reprenait des pelles, on reprenait des pioches, des brouettes, des charrettes, des cheveux et des bœufs. Oublions pas quand même que cette poldérisation-là des 12e, 13e, c'est pendant qu'on construit Notre-Dame d'Amiens, les plus belles cathédrales gothiques. Voilà. Oui, ça s'inscrit dans ce mouvement oui, aussi. Oui. Je voudrais, je ne me suis pas attardée là-dessus, mais mes collègues historiens ont noté aussi que la disparition d'un village, tous ces innombrables villages, hameaux disparus qu'on voit, qu'on découvre en fouillant, partout, il y en a partout, absolument partout, ne laisse leur disparition, leur abandon, qui est en général progressif, l'archéologie le montre très clairement, l'abandon est progressif. On le voit bien, il y a des maisons il y a des maisons en ruine qui côtoient des maisons encore habitées. Ça, l'archéologie le démontre très clairement. Aucune source écrite ne le signale. Absolument aucune. Nulle part. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, il n'y a rien. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être propre à l'Hexagone, puisque je crois qu'en Allemagne, c'est un peu mieux documenté. Les abandons de villages, je ne veux pas dire disparition, mais plutôt les abandons de villages, seraient mieux documentés en Allemagne, par exemple. Ces constructions de maisons étaient en terre, en pierre, en oui, mais construire une maison en pierre, quand on habite à côté d'un fleuve, c'est rien du tout. La pierre elle circule sur des radeaux, sur le fleuve. C'est extrêmement facile. Peut-être que les bases, les solins, les petits murs bas étaient en pierre, et puis au-dessus on construisait en masse et en torchis ou à colombage. Mais la pierre, elle était. Oublions pas que la pierre du Mont-Saint-Michel qui a construit l'abbaye du Mont-Saint-Michel, elle vient de Chauzé. Elle vient de Chauzé, transportée sur des barges, quoi. Et puis, c'est le courant il n'y a pratiquement pas d'effort à faire. Si, les montées, mais bon. Non, mais pour le transport, Pour le transport, voilà, ouais. Puis notez aussi que vous l'avez souligné, que ces verdières étaient d'excellentes terres agricoles. C'est les, comment je vais dire, c'est les terres maraîchères d'aujourd'hui. Oui. C'est l'équivalent des terres maraîchères d'aujourd'hui, sur lesquelles il y a les carottes, les carottes, les choux, les poireaux et autres joyeusetés. Quoi. Est-ce qu'il y avait une dose de sel dans ces terres ? Non, parce qu'on attend. C'est pour ça que la mise en œuvre n'est pas immédiate. Il faut, les terres, les clos, c'est comme la poldérisation. Si on s'y mettait aujourd'hui, on ne pourrait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut attendre un certain nombre d'années que la pluie ait évacué le sel de la croûte supérieure. Voilà. Mais ça prend peut-être pas très longtemps. Vous avez vu, en 20 ans, on a... en 20 ans, un clos est fait. Oui, c'est une génération, quoi. Oui, une génération, oui. Oui. Pardon ? Et l'élevage ? Ah, alors ça, on n'a pas grand... Pour le Moyen-Âge, en tout cas, l'élevage n'est pas documenté. Sauf que si on fait de l'avoine,
S'il y a de l'avoine, c'est qu'il y a de l'élevage de chevaux. Mais si je vous disais que c'était des terres extrêmement riches, parce qu'il n'y a pas d'orge, on ne cultive pas d'orge. Là où il y a de l'orge, c'est en général que c'est pas très, c'est pas très bon. Mais bon, il y a du froment. Oui, oui, donc le froment, C'est. Eh bien, encore, merci. Ah, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir et merci à tous ceux qui vont écouter ça. Merci.